It's a Saturday morning. Bon, je recommence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Wombat Café. Et pour cet épisode, nous allons recevoir Adélaïde Charlier, coordinatrice de Youth for Climate, entre autres ce mouvement-ci, mais aussi on l'a pu la voir sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux. Elle a participé à Fridays for Future, elle est partie à la COP de Glasgow. On va discuter un peu tout ça, on va parler d'engagement, d'activisme dans cet épisode. Donc tout de suite dans le Wombat Café, c'est Adélaïde Charlier. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, très bien là. Pas trop fatiguée ? Un peu, mais ça dépend des périodes. Pour le moment, un peu fatigué. On est mi-octobre. L'hiver, ou en tout cas l'automne, se fait un peu sentir. On est un samedi, il est tôt, c'est le matin. Et justement, je voulais discuter avec toi. Je pense que c'était hyper important parce que justement, je voulais parler d'engagement, d'activisme, et c'était un point hyper important. Je me suis dit, l'une des premières invitées que je voulais avoir, c'était Adélaïde Charlier. Tu représentes très bien ce nouvel engagement de notre génération. Même si je suis un peu plus vieux, j'essaie de me considérer dans la même génération. Et je voulais absolument qu'on puisse parler ensemble un peu de ton activisme, de ton engagement. Et justement, ton engagement, parlons avant tout d'abord de tes études, de ton parcours. Comment es-tu arrivé jusqu'à cet engagement ? Donc moi, de mon côté, je suis étudiante aujourd'hui en sciences politiques et sciences sociales à la VUB à UGent. Du coup, mon engagement, il a démarré il y a un peu plus de 3 ans et demi, donc avant bien d'être étudiante à l'université en tout cas. Et il a démarré concrètement, je dirais, en réto, quand j'étais en 6e ici encore à l'école. Et là, en plein milieu de l'année, j'ai eu une proposition en fait de Anuna de Wever, donc une autre activiste flamande, qui cherchait de l'aide pour co-organiser des actions, des grèves pour le climat les jeudis. Et il fallait absolument des francophones qui rejoignent aussi ce mouvement. Via, on est rentré en contact parce que telle ou telle personne disait que je m'étais déjà engagée au sein d'Amnesty ou d'autres organisations et que j'avais vraiment ce truc de vouloir en tout cas m'engager et pourquoi pas à travers pour le climat aussi. Avant c'était vraiment plutôt la question des droits humains. Aujourd'hui c'est toujours le cas évidemment, mais pour moi ça a plutôt commencé sur cette question-là. Et donc c'est un peu comme ça je le fais un peu à l'envers, mais c'est un peu comme ça que j'ai commencé déjà concrètement l'engagement de mon activisme à travers les grèves pour le climat, grâce à cette invitation plutôt dans un groupe de jeunes flamands qui cherchaient des francophones pour aider à co-organiser. Avant ça... excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu te souviens de cette première fois que tu as été durant les grèves? Est-ce que tu avais peur, parce que c'est de la désobéissance civile, est-ce que tu avais peur de comment on allait te voir, ou bien de répercussions, ou bien tu te dis, c'est une bonne ambiance, pourquoi pas participer? J'avais super peur. Je n'osais pas rater les cours. J'avais jamais raté les cours. J'étais vraiment pas le genre de meuf à se dire aujourd'hui je vais pas en cours, j'ai la flemme. C'est vraiment pas un truc qui est j'adore aller en cours, j'aime bien l'école et paradoxalement c'est un truc que je kiffe. Et donc je n'osais même pas dire à mes profs que si j'étais pas là jeudi, c'était pour la marche quoi. En tout cas la première, j'avais très très peur. Mais je prends quand même le train pour aller à cette fameuse marche. Heureusement, je suis pas la seule. J'ai motivé énormément d'autres jeunes, pas seule, mais on s'est auto-motivé à aller à cette grande manif. Et donc, en fait, on est vraiment des dizaines et des dizaines dans le train juste de mon école. Et donc, ça j'ai déjà l'impression de me dire, ok, je suis pas la seule. Je suis trop contente d'être là. Et en vrai, ça va être trop, trop cool. Et une fois qu'on est arrivé à la gare centrale, c'était rempli. Je me souviens que quand je suis arrivée, j'ai tout de suite perdu mes amis parce que je devais aller à gauche, à droite, mais je les avais plus retrouvés de toute la journée parce qu'il y avait tellement de monde dans les rues. Et une fois que je suis arrivée à la gare centrale, je me suis dit ok, c'est ici que je dois être et c'est pas en cours. Et donc là, tout de suite, toutes les peurs et les craintes qui avaient été créées les jours d'avant et le matin même à ne pas aller en cours, c'était complètement effacé. Et on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'action, elle est nécessaire. Tu dis, toi, par exemple, que tu as été jusqu'à cette grève la première fois. Il existe plein d'autres manières de faire des actions, ou en tout cas, à mon sens, par exemple, juste en suivant un hashtag en mouvement, ou bien, oui, en faisant des sittings, en faisant des grèves, ou bien aller signer une pétition. Est-ce que tu considères ces actions exactement de manière égale ?
Est-ce que pour toi, il y a une sorte d'action minimum ou comment tu définis cette action activiste? C'est une question assez complexe. Pour moi, déjà, il y a énormément de manières de faire des actions. Déjà, être activiste, pour moi, c'est juste être actif face à un changement nécessaire dans la société. Donc, on peut être activiste sous énormément de différentes formes. Quelqu'un qui va utiliser ses talents dans la musique ou à travers l'art ou d'autres secteurs. Donc dédicace à Colline et Toitoine. Exactement, Enfin, Colt aujourd'hui, vraiment. Colt qui a écrit une chanson qui s'appelle Anyways pour mettre en avant aussi cette urgence climatique. Pour moi, ça, c'est bon, peut-être qu'il ne l'appellerait pas un acte d'activisme, mais en tout cas, dans ma définition d'activisme qui est juste être actif, pour moi, oui, c'est ça. Ils ont utilisé leur talent, ils l'ont mis en fait ils ont mis leur talent en avant pour faire surtout passer un message important. Pour moi, ça, c'est déjà une action, c'est agir. Est-ce que c'est suffisant? Évidemment que c'est pas une chanson qui va faire changer le monde, mais c'est pas non plus seulement une seule marche qui va faire changer le monde. L'importance dans les actions qu'on décide de prendre, c'est réellement la résistance. C'est-à-dire qu'on continue à le faire. Et c'est se dire que si demain on nous dit que c'était pas le bon truc à faire, c'était que on continue en tout cas à faire passer le message. On s'arrête pas. Et pour moi, ça c'est très 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 important. Alors il y a quand même des différences. Je pense que évidemment il faut se mobiliser massivement dans les rues. Il faut passer par des marches pour le climat. Il faut aussi passer par de la désobéissance civile. Je soutiens énormément toutes ces personnes qui ont, entre autres, fait les différentes ZAD ici en Belgique ou ailleurs. Pour moi, c'est aussi une manière d'occuper le terrain afin de le protéger. Et donc, pour moi, ça, c'est aussi une manière de faire action qui est essentielle. Donc, dans ce combat, on va retrouver énormément de manières d'agir. Et elles sont toutes essentielles et aussi importantes parce qu'elles vont répondre à une demande nécessaire pour un certain groupe dans la société. Et au final, on doit tous s'y mettre d'une manière ou d'une autre. Donc on doit tous pouvoir offrir aussi une manière de s'engager à un maximum de personnes. Donc via la désobéissance civile ou d'autres projets, d'autres campagnes, on doit absolument passer par l'action. Après, j'invite vraiment un maximum de personnes à se dire que l'action, elle est vraiment pas individuelle. Pour moi, l'action, elle dépasse l'individu et elle passe par le collectif. Et c'est à ce moment-là qu'on verra que l'action, en fait, te porte et c'est pas toi qui portes l'action. Et pour moi, ça, c'est essentiel parce qu'alors, on passe un cap très, très important de se dire, l'action, c'est pas seulement moi qui prends mon vélo le matin pour aller au boulot, c'est pas seulement moi qui partage un post sur Insta. Non, l'action, c'est le fait que je rejoigne en groupe, je rejoigne, en fait, plein d'autres individus et ensemble, on va créer quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qui me dépasse complètement en tant qu'individu. Mais à ce moment-là, j'aurais l'impression de faire quelque chose qui change vraiment, quoi. Tu as dit justement l'action de faire passer un message. Et moi, j'avoue que ça fait maintenant quelques temps que je suis écologiste et que j'essaie de faire du mieux que je peux, mais que je suis des comptes Instagram qui sont dans ce sujet-là. Et donc pour moi, l'action de faire passer un message, elle est censée être finie, puisque pour moi, le message, il est déjà assez distribué, surtout après Fridays for Future. On a eu ça pendant, je crois, 1 an quasi, ou plutôt 6 mois, je ne sais plus. Et puis, on a eu aussi la COP récemment. Donc, j'ai l'impression que les mentalités ont changé, ou en tout cas changent. Donc, est-ce que selon toi, il est toujours nécessaire de faire passer cette action et faire passer le message, ou bien maintenant, c'est même plus loin que ça, c'est autre chose? Ça dépend, c'est quoi le message. Exactement. Alors évidemment, c'est quoi ce message? Le message qui est peut-être de plus en plus accepté, au tout début, c'est le réchauffement climatique existe. Encore heureux, on ne doit plus trop faire passer ce message-là. Donc ça, c'est évident, on peut passer à l'étape supérieure. Ce réchauffement climatique est causé par l'activité humaine. Donc ça veut dire que ça engendre que pour y faire face, il va falloir changer nos actes en tant que, non seulement individu, mais en tant que société. Et donc ça amène à des messages en fait qui évoluent de plus en plus. Et aujourd'hui, le message important, qui est en fait différent de celui d'il y a même 4 ans, c'est que l'urgence climatique, en fait, n'est qu'un des différents problèmes auxquels on fait face aujourd'hui. Il y a énormément de différentes luttes, qu'elles soient sociales, environnementales et autres, et il faut absolument trouver un lien entre ces différentes luttes. Et donc créer le lien
aujourd'hui, c'est le message qu'on essaye de faire passer. Et ça, c'est probablement un message qui n'est pas encore accepté par la majorité de la population. Et pourtant, c'est un message qui doit absolument passer. Ne plus opposer les gilets jaunes, les gilets verts. Il faut absolument qu'on se retrouve ensemble dans la rue. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire des actions en maximum ensemble, qu'on déjà, nous, en tant que mouvement, on essaye de se retrouver, d'avoir des demandes communes pour qu'on puisse réaliser qu'au final, le message est beaucoup plus profond de dire il y a trop de CO2 dans l'atmosphère, il faut absolument qu'on le diminue. Non, en fait, ce qui a créé le surplus de CO2, ce qui a créé aujourd'hui une oppression envers une certaine tranche de la population pour différentes raisons, que ce soit la question raciale, la question sexiste ou la question des classes sociales, au final, on retrouve au centre de l'attention la même chose, c'est-à-dire une domination d'un groupe envers un autre. Ceux qui se battent pour le climat, c'est une domination des humains envers la Terre. Et donc, au final, on peut se retrouver sur ces différents sujets. Et pour moi, c'est ce message-là aujourd'hui qu'on doit absolument partager un maximum, qu'on doit raconter, en fait. Et ça, il n'est pas encore accepté. Donc, il faut y travailler un maximum. Et puis, il y a plein d'autres petits messages auxquels on doit partager pour que les gens se disent « Ok, il y a un problème climatique, mais au final, ça veut dire quoi ? Genre, qu'est-ce qui le cause ? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Quels sont les projets qu'on peut développer avec nos potes, avec d'autres groupes pour que ça ait un réel impact ? Et là, c'est continuellement encore un message à faire passer. Justement, je parlais de Fridays for Future. Je voulais savoir quel était un peu ton retour. On est plusieurs années après maintenant. Quelles leçons tu as pu en tirer ? Est-ce que tu as aimé cette expérience, entre guillemets, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'expérience, mais est-ce que tu as aimé cette période-là ? Est-ce que tu t'es retrouvé dans ce mouvement ? Comment toi tu as ressenti cette période-là ? Je pense que c'est vraiment important de préciser que Fridays for Future, Youth for Climate et tous ces mouvements des jeunes pour le climat, ils existent encore et ils sont vraiment encore présents, ils s'organisent encore et donc aujourd'hui c'est encore possible de les rejoindre et de s'organiser avec eux. C'est toujours eux qui font des grèves ou qui organisent d'autres campagnes qu'on peut retrouver au niveau international. La force de ce mouvement qui a vraiment démarré genre fin 2018, 2019 dans ces alentours-là, c'est que on a utilisé la même action pour la plupart, le même jour, la même heure, le même message à travers le monde entier. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement fort de se dire que là, on est à Bruxelles, on fait passer ce message avec 10 000 personnes dans les rues, un vendredi, tous ces jeunes qui ont raté les cours, mais en fait, tu retrouves ça dans genre 50 autres villes européennes, mais tu retrouves en tout cas le même message, peut-être sous une différente forme. Tu le retrouves en Afrique du Sud, tu le retrouves au Ouganda, tu le retrouves en Tanzanie, tu peux le retrouver au Ghana, tu peux le retrouver par contre aussi au Chili, tu peux le retrouver en Argentine, aux États-Unis évidemment, tu l'as retrouvé en Australie. Donc en fait, à travers le monde entier, à ce moment même, il y avait des jeunes qui étaient sortis dans les rues, qui s'étaient jamais rencontrés, qui se sont probablement jamais rencontrés et pourtant qui ont porté le même message. Et ça, c'est vraiment la force de ce mouvement. Et c'est ce qu'ils essaient de garder, évidemment, à travers les grèves scolaires qu'on continue à faire, mais juste moins fréquemment, mais à travers le monde entier constamment. Et donc, pour moi, ça a été c'est bizarre. Je sais pas si c'est une expérience, mais en tout cas, ça a été un moment très, très important de cette idée qu'il n'y a pas de frontières pour l'urgence climatique, il n'y a pas de frontières pour les luttes sociales, et donc il va falloir qu'on se coordonne, en fait, qu'on s'organise ensemble. Et puis parfois, en fait, le plus important, et c'est ce que Fridays for Future réalise depuis plusieurs mois, et heureusement, c'est que probablement que les messages les plus importants à faire passer, ce sont même pas les messages des jeunes européens, mais plutôt des jeunes qui justement étaient sortis dans les rues, comme je le disais, au Ouganda, au Ghana, en Afrique du Sud ou en Amérique latine, etc. Et que c'est ces jeunes-là qu'on doit absolument écouter aujourd'hui parce qu'ils font face à ces conséquences climatiques d'une manière disproportionnée comparée à nous. Et donc, il faut absolument mettre leur message en avant. Et donc, Fridays for Future, c'est aussi un outil aujourd'hui pour qu'un maximum de mouvements climatiques mettent en avant des messages, des mouvements climatiques au niveau dans le monde occidental, mettent en avant des messages beaucoup trop oubliés dans des pays ou dans des régions déjà touchées par les conséquences climatiques. Et voilà, je trouve ce message vraiment important de pouvoir
entendre les personnes qui sont les moins entendues dans les pays où on décide. On a eu la COP à Glasgow, tu y as été. Tu as été en train, si je me souviens bien, avec d'autres jeunes, et j'avais entendu que c'était l'ambiance dans ce train. Ouais. Est-ce que tu avais l'impression que, justement, les personnes dans des pays où on est moins entendu étaient à ce moment-là entendues devant les décideurs politiques? Honnêtement, non. La COP 26 a été la COP la plus blanche qui n'a jamais existé dans les COP. Donc ça veut dire une COP très privilégiée. Pour avoir accès en fait à cette conférence internationale sur le climat, il faut énormément de démarches. En plus, elle s'est passée à Glasgow. Aujourd'hui, avec pour énormément de raisons, c'était très très compliqué juste de se rendre dans le pays, entre autres avec la crise du Covid. Et pour beaucoup, en fait, leur vaccin n'était pas accepté parce que c'était pas un vaccin reconnu, parce qu'il n'était pas occidental ou il venait enfin peu importe, il n'était pas accepté. Bref, il y a énormément de raisons qui faisaient qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont dû en dernière minute annuler leur voyage à la COP. Et pourtant, qui étaient des jeunes qui devaient absolument rejoindre cette conférence, qui devaient être au centre de la conversation, qui devaient faire partie, en fait, du débat. Et donc, non, cette COP n'a pas du tout été inclusive et leur voix a à peine été entendue. Pour certains, ils ont réussi à venir à la COP. Et énormément de mouvements climatiques, on a aidé pour que ça se fasse le plus facilement possible, pour qu'il y ait une aide financière, une aide, peu importe ce qu'on pouvait amener. Mais clairement, ça a été très, 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 très complexe. Et la voix des activistes, aussi même en général, n'a pas été vraiment entendue. La COP, je peux peut-être partager après un peu l'expérience, c'était vraiment un espace où même une fois que tu accèdes à l'intérieur, après avoir travaillé pour chercher un badge pendant des mois et montrer que tu es légitime pour avoir un badge, il faut ensuite se battre. Enfin, c'est presque impossible d'avoir accès à des centres de débat. Pour la plupart du temps, c'est plutôt si tu as accès à un débat avec une certaine ministre ou une certaine personne, parce que c'était préparé, c'était prévu et vous avez déjà eu le contact, alors c'est possible. Mais voilà, c'est vraiment constamment une complexité. Et donc, pour moi, c'était clairement pas une COP accessible du tout. Non, justement, moi j'avais été à l'université, j'avais eu l'opportunité de pouvoir aller à la COP parce que je faisais mon mémoire sur le discours écologiste dans le milieu politique. Et ma promotrice avait été assez géniale, elle m'avait dit voilà, il y a une opportunité, vas-y, fonce. Et quand je regarde l'accord, c'était vous pourrez avoir accès seulement à quelques salles, mais vous devrez toujours être accompagné, donc on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Et il y avait d'autres obstacles administratifs qui étaient assez exceptionnels, donc je n'ai pas pu y aller malheureusement. Je ne regrette pas tant que ça, et en même temps, je me souviens très bien qu'à la fin de cette COP, l'organisateur de cette COP, dont j'ai oublié le nom, et qui était chef de la banque en Angleterre, il pleurait durant le discours de fin. Et donc j'avais trouvé ça hyper étonnant parce que je pense que dans ce combat écologiste, on met beaucoup la faute sur les politiciens et à juste raison, à juste titre. Et pourtant, j'avais quand même été impressionné parce qu'il avait pleuré, donc il avait le regret d'annoncer cette nouvelle. Et donc ma question, ce serait, est-ce que tu comprends parfois que certaines politiciennes et certains politiciens puissent être désemparés face à ce combat, n'arrivent pas à juste rendre ces valeurs présentes dans les régulations? Et donc, est-ce qu'il faudrait les convaincre eux? Est-ce qu'il y a un ennemi même là-dedans? Est-ce que c'est juste le système est tellement implémenté, le système capitaliste et de la croissance est tellement implémenté partout qu'il est impossible de le retirer et que c'est une sorte de malédiction? Comment toi tu avais interprété ce pleur du directeur et comment toi tu verrais les politiciens? Est-ce que ce sont des ennemis? Est-ce que ce sont des alliés? Qu'est-ce que c'est dans tout ça? Moi, je me souviens quand j'avais vu qu'il avait pleuré, c'était quand même assez important, je pense, pour beaucoup d'activistes ou peu importe, de réaliser qu'ils réalisaient que c'était pas du tout à la hauteur et qu'il avait travaillé pendant 2 semaines, pas lui seul, probablement, lui avait versé quelques larmes pour aussi ses efforts constants, mais que il y avait eu cette conférence qui avait été organisée avec le but et vraiment peut-être l'envie pour certains de vraiment faire un changement historique, de marquer l'histoire avec un changement profond comme ils l'ont fait peut-être probablement à la COP 21 à Paris, avec vraiment cette histoire que cette COP-là elle ait un impact.
Et puis en dernière minute, il y a eu des négociations qui ont fait que, je sais pas, tout ce qui avait été négocié autour des énergies fossiles, en fait, a été, en fait, vraiment en 10 minutes de temps enlevé du texte. Et puis il restait plus qu'une heure avant vraiment la dernière heure de cette COP. Et donc ça a été voté sans. Bref, il y a eu énormément de choses comme ça qui sont fatigantes et qui font que, ben merde, on n'y est pas arrivé, quoi. On n'a pas réussi à interdire, ou imposer un changement vis-à-vis de toutes les énergies fossiles, vis-à-vis d'énormément d'autres causes climatiques. On n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le budget pour les pertes et les dommages. Ça va être ça c'est le challenge de la COP 27. Et donc, pour moi, ce qui est important à voir, il y a énormément de questions dans ce que tu disais, mais déjà, c'est difficile de mettre tous les politiciens dans le même paquet. Il y en a qui rentrent dans le monde politique en se disant « moi, je vais vraiment faire changer des choses ». Oui, je pense que la plupart des politiciens sont plutôt idéalistes au début, ou en tout cas ont des valeurs de vouloir changer les choses. Ben, je l'espère. J'imagine qu'ils rentrent, pour certains, là, pour changer quelque chose ou pour défendre une idée, défendre quelque chose. Mais après, oui, c'est on pourrait dire c'est le jeu de la démocratie, ce serait très facile de se dire ça. Sauf que pour moi, c'est pas du tout le jeu de la démocratie qui s'est passé à la COP26. Pour moi, c'est le jeu du lobby. Et c'est clairement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si on analyse le nombre de badges qui ont été distribués, la plus grande délégation, si on peut le mettre comme ça, c'était la délégation des énergies fossiles. Donc ça veut dire qu'il y a eu 506 badges qui ont été donnés à des personnes qui représentent une compagnie liée aux énergies fossiles. Et donc, en fait, 506 badges qui ont été donnés à des personnes qui défendent des intérêts privés. Mmh. C'était très compliqué de donner des badges à des jeunes ou moins jeunes qui défendaient des intérêts communs. Et donc c'est là qu'on voit la différence et probablement pourquoi la COP ne fonctionne pas. Le fait, c'est que majoritairement, qui a eu accès à ces tables de discussion, de débat, où littéralement on écrivait les lois qui allaient, les différents accords qui allaient être votés ensuite plus tard à la fin de la COP, c'était autour de la table des lobbies des énergies fossiles. Quand on regarde le sponsor de la COP26, c'était un sponsor de gaz. Donc il ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ne va pas sortir de cette COP26 avec le plus grand des accords qui nous permettra de faire face à l'urgence climatique. Non, évidemment que non. Et j'ai très peu d'espoir pour les prochaines COP aussi, quand on continue à voir que continuellement, on ne comprend pas que l'erreur, c'est qu'autour de la table, on ne met pas les bonnes personnes. Ou en tout cas, on n'inclut pas aussi d'autres bonnes personnes. Et donc, si on garde autour de la table que les lobbies des énergies fossiles, ben, on n'y arrivera jamais. Oui, c'est sûr. Est-ce que alors tu as l'impression que tu te bats donc contre les lobbies des énergies fossiles, par exemple? Est-ce que vous vous battez, mais là tu l'as dit, vous vous battez pas à force égale, entre guillemets, en tout cas à oreille égale? Est-ce que, selon toi, il faudrait qu'il y ait justement cette part égale avec les partis, ou en tout cas ceux qui défendent un changement clair, et puis les lobbies d'énergie fossile, par exemple? Mais en minimum, ce serait le minimum, en fait, aujourd'hui. Que ce soit les mouvements climatiques, les mouvements sociaux, les ONG, etc., notre accès à même une discussion politique est très limitée, elle est exceptionnelle et ça fait vraiment l'événement de l'année, l'événement même peut-être du mouvement en lui-même. Tandis que pour énormément de lobbyistes, c'est en fait une norme. C'est le lundi matin, 9h, c'est notre rendez-vous à la Commission européenne. Lundi après-midi, ce sera au Parlement fédéral belge. Enfin, tu vois. Et il y a constamment ce contact avec les politiciens. Et donc, notre part dans la discussion et dans le lobby, parce que certains pourraient dire que oui, on fait aussi du lobby, elle est juste disproportionnée et pas du tout égale. Et donc, évidemment qu'on n'en sort pas avec les mêmes conclusions, parce que peut-être que nous, on a eu une rencontre début septembre avec, je sais pas, un politicien,
que depuis, il en a eu 5 avec, je sais pas, Total, Shell et puis BP, et que du coup, évidemment, notre voix de septembre, elle est complètement effacée quand on arrive à la COP en novembre, et que là, oups, j'avais oublié en fait que ça touchait des vies et que j'avais entendu des témoignages en septembre. Et donc, cette disproportionnalité, elle impacte énormément aujourd'hui la vie politique, les débats politiques, et le minimum serait d'inclure les lobbies entre guillemets d'activistes et de ces mouvements, mais c'est vraiment le minimum, voire se dire qu'on ne peut pas accepter autant de lobbies dans les énergies fossiles, qui est la cause première du dérèglement climatique. Et c'est étonnant parce qu'on pourrait penser... je pense que ça vaut quand même la peine de vite expliquer. Donc le lobbying et les lobbies, ce sont des personnes qui ont une sorte de jeu d'influence sur les politiciens. Quand un politicien veut mettre en place des régulations, il a besoin d'entendre plusieurs parties prenantes pour pouvoir mettre en place ça. Et les lobbies sont des personnes qui ont été payées, dans certains cas par des entreprises ou dans d'autres cas, ils veulent représenter l'opinion publique et l'intérêt général. Toutes ces personnes vont se retrouver pour pouvoir après parler et conseiller le politicien sur la meilleure régulation à prendre. Là, dans ce cas-ci, on parlait donc des lobbies des énergies fossiles. Alors bien sûr, il faut respecter cette liberté d'expression, tout ça. Mais on est d'accord pour dire que le lobby, il est tout à fait possible de le réguler. Par exemple, les cigarettes n'ont plus accès, par exemple, aux salles, ou en tout cas à certaines réunions et certaines salles. On pourrait penser à quelque chose d'un peu similaire pour les énergies fossiles. Est-ce que ce serait quelque chose qui te ferait plaisir, toi, en tant qu'activiste ? Mais pour moi, c'est censé. Je veux dire, aujourd'hui, les énergies fossiles mènent non seulement à une urgence climatique, mais à énormément de dépassements d'autres limites planétaires. Et donc, aujourd'hui, ça met en danger, non seulement cette industrie-là, et j'attaque aucun travailleur qui travaille dans cette industrie, je n'attaque aucune personne. Je dis la manière dont on a décidé de fonctionner et d'être dépendant de ces énergies fossiles aujourd'hui nous amène à un réel danger pour l'humanité au sens large, mais pour des personnes qui aujourd'hui sont déjà touchées non seulement par l'application de ces projets, mais ensuite sur le long terme, l'impact que ces projets ont sur le réchauffement climatique, le réchauffement climatique a ensuite un impact sur des vies. Et donc pour ces raisons-là, oui, on devrait évidemment pouvoir réguler ça, sans oublier que pour la plupart de ces lobbies des énergies fossiles, ils sont payés au final. Vraiment, c'est leur job. Le nombre de millions d'euros qui passent dans les lobbies, dans les lobbies aujourd'hui pour les énergies fossiles, dans le nombre aussi même, on pourrait parler de publicité, etc., de communication, etc. De notre côté, chez les activistes, dans les mouvements, vous pouvez inclure dans ça, dans quelques ONG, il n'y a pas de budget. Tous ces gens-là ne font pas ça parce que c'est leur boulot, ils se réveillent le matin et de 9h à 18h, faut que je fasse mes réunions. Non, ils le font encore une fois pour un intérêt commun, c'est-à-dire que ça vient des tripes, ça vient des faits aussi, et donc on doit se lever, on doit le faire. On doit passer des heures à essayer de comprendre une politique, puis passer des heures, voire des jours, voire des semaines à essayer d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui peut-être potentiellement sera lié à cette politique pour donner notre avis. Et donc c'est énormément de boulot qui est évidemment pas rémunéré, et dans le but de juste vraiment partager un intérêt commun, l'intérêt pour chacun d'entre nous de mieux vivre. Et c'est là qu'il faut, pour moi, vraiment voir la différence. C'est pas un lobby de voir qui a le plus raison ici, ou j'écoute chacun 30 minutes et puis on verra. C'est pas chacun 30 minutes en fait. Parce qu'ici, on ne parle pas de se dire, je ne sais pas, quelle est la meilleure couleur pour dessiner ma chambre, rouge ou vert. Non, on s'en fout. Ici, on parle réellement de vie, d'impact, et la manière dont on va décider de fonctionner les 30, les 50 prochaines années sur cette terre va avoir un impact fondamental sur énormément, plus de la moitié des vies qui sont sur Terre aujourd'hui. Et donc, on doit prendre ça beaucoup plus sérieusement, et ce n'est pas un combat politique, ce n'est pas un jeu politique, l'urgence climatique, ce sont des faits, et donc on doit juste pouvoir réagir à ces faits. Et c'est là qu'on voit en fait la différence. Mais justement, tu parles de faits, et je trouve ça très intéressant. J'avais, il y a 2 ans, interviewé Anna Lechat sur Instagram, qui est écologiste, et qui est une personne qui a fait des études, justement, scientifiques en biologie. Et
toi aussi, tu as fait des études qu'on pourrait qualifier scientifiques, en tout cas dans le sens scientifique technique. Je voulais savoir pourquoi toi tu penses que c'est important d'écouter les scientifiques, pourquoi tu mets la science au départ de tout et pourquoi on les écoute pas assez. Beaucoup de questions. Bah déjà, moi, je me base sur énormément de rapports comme les rapports du GIEC, des rapports faits par des scientifiques reconnus à un niveau international. Et, et au final aussi, écoute, je mets au centre de l'attention la science aujourd'hui parce que 99% de ces scientifiques nous disent qu'on fait face à un réchauffement climatique, qu'il est dû à nos activités humaines et que du coup on doit changer profondément notre manière de vivre. Et pour ces raisons-là, quand on voit ensuite que, je sais pas, on sort dans la rue, on marche en tant qu'individu, on vit notre vie de tous les jours et qu'on réalise qu'en fait ce message-là, il est où? Parce que il y a personne qui en parle, c'est normal. Et le décalage en fait entre cette science et ta vie de tous les jours, il y a limite aucun lien entre les deux, mais c'est ça qui m'a frappé. Et ça qui m'a dit, mais en fait, la science n'est pas devenue la religion des activistes. La science est juste quelque chose qui a été trop oublié. La science autour de l'urgence climatique, elle a été tellement oubliée, tellement de mi-côté. Parce que c'est trop facile de pouvoir mettre un rapport du GIEC au fond de son tiroir et d'oublier qu'il était là et puis de le ressortir 30 ans plus tard. C'est ça qui s'est passé. Tellement oublié qu'en fait, on a besoin de mouvements sociaux qui se lèvent pour le remettre en avant. C'est la seule manière de remettre en avant ce rapport du GIEC. Il ne serait pas apparu comme ça parce que, là, maintenant, ça devient urgent. Non, si t'as pas un mouvement de pression de la part des citoyens qui réimpose ce sujet sur la table, c'est fait sur la table, alors ils vont trop facilement être ignorés. Trop facilement, les gens peuvent se rendormir, surtout le monde politique qui prennent des décisions pourtant qui doivent être liées à ça, peuvent se rendormir. Et donc, ce que nous, citoyens, on doit faire, c'est être ce moustique trop chiant quand les gens s'endorment qui ne te permettent pas de t'endormir. Parce qu'en moustique, c'est tout petit, mais ça te permet de rester éveillé vraiment toute la nuit, quoi. Et donc, moi, je veux être ce moustique autour de chacun des politiciens pour qu'ils arrêtent de s'endormir face à ces rapports du GIEC. Là, dans le 7 novembre jusqu'au 18 novembre, on a la prochaine COP. Alors bien sûr, là on est en octobre, l'épisode sortira en janvier, donc la COP elle est déjà passée. Au lieu de demander tes prédictions, est-ce que tu as des envies particulières pour cette COP? On en a un peu parlé avant. Tu as été un petit peu déçu, ou non, tu as été déçu des dernières COP qui ont été faites, peut-être jusqu'à COP 21, où celle-ci a quand même été assez intéressante. Qu'est-ce que tu attends de cette COP 27? Et les auditrices et auditeurs pourront faire cette comparaison, vu qu'ils seront en janvier, ils pourront être déçus ou très fiers de cette COP. Moi, je peux déjà prédire que je pense que la plupart des personnes qui suivent vraiment assez à la lettre la COP vont être déçues. Il ne va pas avoir un changement miraculeux. Je veux dire, on peut encore regarder avant de partir à la COP les différents sponsors. On peut regarder avant de partir à la COP les badges qui sont distribués à quelle compagnie, à quelle multinationale, qui vont avoir accès à quelle salle de négociation. Et tout ça nous mène déjà à savoir qu'on n'aura pas encore la représentation des personnes qui sont touchées par les conséquences climatiques. On n'a pas la représentation d'énormément, non seulement d'activistes, mais en fait de personnes qui vivent ces conséquences. Tu vois, juste en fermier, en fermier du Ghana, en fermier même belge, ça pourrait être intéressant de le ramener au centre de la négociation, tu vois, qui ont perdu à cause des inondations ou à cause d'une sécheresse tout ce qui leur permettait de vivre. Et c'est ça qui serait intéressant aussi de rajouter dans les négociations de la COP. C'est pas du tout le cas pour cette COP-ci, et donc il faut pas s'attendre à se dire à la COP 27 ça va tout changer. Non, moi je suis persuadée que la COP 27 ça va pas être un changement dans l'histoire. Mais j'espère vraiment, et là ce sont les auditeurs qui vont me dire ou les auditrices qui vont me dire si ça s'est passé ou pas, j'espère vraiment qu'on aura rehaussé le budget des pertes et des dommages pour réellement maintenant atteindre déjà le budget qu'on n'avait pas réussi à avoir. Donc ça veut dire que la perte et les dommages, c'est un peu cette idée que
Il y a certains pays qui ont beaucoup plus pollué que d'autres historiquement, et pourtant ce sont les pays qui n'ont pas pollué historiquement qui se font toucher aujourd'hui par ces conséquences, qui ne savent pas s'adapter, qui doivent juste pouvoir survivre en fait. Et donc il faut que ces pays qui étaient à la source principalement historiquement de ces dérèglements climatiques doivent absolument payer, et ça peut pas être sous une forme... on dit en anglais de loan, ça peut pas être une forme de prêt. Oui, de prêt. Ça peut pas être sur une forme de prêt, parce que sinon ces pays doivent rembourser, alors que tu vois, ça n'aurait aucun sens, parce que au final c'est pas eux qui étaient à la source de ce dérèglement climatique, et donc il faut absolument que ces pays, quand on regarde, c'est majoritairement les pays du nord de l'atmosphère, qui doivent payer les pays principalement du sud, mais dans le mouvement Fridays for Future, on dit juste que les pays principalement du nord doivent payer les pays et les personnes MAPA, c'est ce qu'on appelle, c'est les Most Affected People and Areas, donc les personnes et les régions les plus touchées par les conséquences climatiques, ou peu importe où elles se trouvent dans le monde, mais c'est majoritairement évidemment dans ces pays-là. Et il faut déjà atteindre ce budget qu'on n'a pas atteint. Il y avait un objectif en 2020, on l'a pas atteint. À chaque fois, on repousse le fait qu'on doit donner cet argent. Et donc aujourd'hui, ça doit être central à cette COP27, parce que ces personnes sont réellement en besoin non seulement de l'argent, mais doivent pouvoir survivre aux prochaines sécheresses qui vont arriver, aux prochains feux qui arrivent, aux prochaines inondations. Et donc il faut absolument venir, c'est pas venir en aide, c'est horrible de dire ça, il faut absolument en fait prendre notre responsabilité qui est la nôtre et donner cet argent qui est en fait le minimum qu'on est censé faire. Et donc mettre en avant ces voix, ces activistes, c'est essentiel pour la COP27, pour avant et toujours après. J'espère qu'on va continuer ça pour encore la COP d'après, parce qu'il va falloir probablement continuer à se battre pour rehausser chaque année ce budget. On parle là de la COP27, on peut aussi parler de Qatar, Qatar, qui n'est pas spécialement dans le même délire, mais qui est pourtant quelque chose auquel il faut se battre. Quels sont un peu tes prochains projets dans le calendrier déjà bien rempli? Donc en novembre 2022, c'était un mois très très important. J'essaie de passer au passé pour le futur. Non, mais parce qu'il y a deux choses importantes. On a parlé de la COP, où là il y a une pression qui doit vraiment se faire pour notre délégation belge et délégation européenne. Mais il y a aussi cette fameuse Coupe du Monde au Qatar qui est en fait très problématique. Qui est très problématique pour différentes raisons. C'est que ça fait plus de 10 ans qu'elle est en construction, ça fait plus de 10 ans que des rapports liés aux droits humains sortent, donc c'est pas nouveau. C'est pas un mois avant la COP qu'on a réalisé que c'était la merde. C'était vraiment, ça fait 10 ans, ça fait 10 années que de temps en temps, Amnesty ou d'autres ONG qui analysent la question des droits humains au Qatar ont réalisé que c'était non seulement un non-respect des droits humains, mais qu'il y avait littéralement des morts derrière la construction de ces stades, de tout ce qui devait être créé pour cette fameuse Coupe du Monde. Et on était à la hauteur de 6500 morts, à savoir si c'était plus ou moins, mais c'est énorme. C'est énorme et c'est inacceptable. Pourtant, il y a eu des vagues de boycott un peu partout. J'ai eu cette impression que c'était quand même des idées de boycott, mais qui n'étaient pas vraiment fondées, ou en tout cas, ça ressemblait fort à des paroles un petit peu populistes, ou en tout cas arrangeantes plutôt que réelles. Mais bon, passons. Imaginons qu'il y ait cette vague de boycott. Pourtant, là, il y a eu une nouvelle décision. On aura les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite. Donc, on aura de nouveau cette même problématique. Donc, même quand on parle de boycott sur des médias très mainstream, on n'arrive pas à faire quelque chose. Moi, je voulais savoir si toi, parfois, tu as cette impression de retourner en arrière, parfois, où on a mis beaucoup d'efforts dans une idéologie, dans un idéal, et malheureusement, on retourne en arrière. J'ai par exemple cette histoire d'Arabie Saoudite, mais il y a aussi par exemple tout ce qu'a fait Trump, ou la dernière COP en question. C'est beaucoup de retour en arrière ou beaucoup de déception. Comment toi, tu le vis ces retours en arrière dans ta vie de tous les jours? Mais pour moi, c'est pas un retour en arrière, c'est le système dans lequel on vit qui nous pousse à une manière de vivre comme ça. Le système dans lequel on vit, il accepte ce genre de choses.
il accepte la Coupe du Monde au Qatar, il accepte la COP27, il accepte tous ces différents événements qui se créent aujourd'hui. C'est logique, entre guillemets, parce que le seul objectif qu'on a en tant que société aujourd'hui, c'est de s'assurer que tout ce qu'on fait, ça nous rapporte de l'argent. C'est le seul objectif en tant que société. C'est que le PIB augmente. C'est vraiment notre objectif clé. On n'a pas d'autre objectif. C'est-à-dire que oui, alors c'est embêtant quand même si ça tue des gens. C'est quand même un peu chiant si ça respecte pas la question des droits humains. C'est fondamental, mais ça nous rapporte de l'argent. Donc pour moi, c'est pas, ça m'étonne pas plus que ça en fait que tout ça se passe aujourd'hui. Et ça démontre encore plus la folie du système dans lequel on vit, qui n'arrive pas à se dire que c'est inacceptable d'imaginer ce genre de choses quand nous sommes face à des crises énergétiques, des crises sociales, des crises écologiques et une crise en plus géopolitique aujourd'hui. On est en train d'accumuler un maximum de crises en même temps. Super pour l'éco-anxiété des gens. Et aujourd'hui, on se dit que c'est acceptable d'aller encore plus loin dans la folie dans la folie plutôt de ce système, parce que la folie de l'humanité, elle est géniale, elle permettrait de créer énormément de choses incroyables et belles qui pourraient réinventer en fait ce système, ce que beaucoup font déjà aujourd'hui. Mais pour moi, c'est pas un retour en arrière. J'espère que ça montre encore plus à un maximum de personnes qu'on est rentré dans une folie. On est devenu fou, en fait, dans ce système. À se dire que peu importe ce qu'on allait faire, on allait le faire parce que ça répondait à la demande du système. Et donc, pour moi, il faut absolument repenser ce système, pas seulement avec la lutte environnementale, avec toutes les autres luttes. Il faudrait, idéalement, dans ma tête, je le vois, être tous autour de la table et se dire, OK, tout ça, on est tous face à une oppression. Et pour ceux qui seraient là pour les questions du climat, c'est l'oppression, encore une fois, comme je le disais, des humains envers la Terre. Donc, pour représenter plutôt les droits, entre guillemets, de la Terre, des autres êtres vivants qui ne pourraient pas parler autour de cette table. Et de se dire, OK, on doit tout réorganiser. On doit tout changer. Et je dis ça, mais il y a énormément d'autres. Enfin, il y a énormément de citoyens qui l'ont déjà fait, qui le font déjà aujourd'hui, qui réinventent des manières de vivre, des nouvelles relations avec tous les êtres vivants. Et pour moi, c'est ça qu'il faut faire absolument. Et ça passe aussi par une réorganisation de notre système économique qui est central aujourd'hui. Et il faut absolument faire une transition dans le système économique dans lequel on est aujourd'hui, qui pour certains l'appelle le capitalisme. Il faut passer par un autre système économique et il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est pas idéaliste de changer de système économique et ce n'est pas quelque chose qui mettrait en péril la vie des gens. Non, il y a vraiment des systèmes économiques qui sont mis sur la table et qui nous permettraient de vivre de manière heureuse, tout en respectant les limites planétaires, tout en respectant les limites sociales. Et donc, il faut absolument mettre ces systèmes économiques au centre de l'attention aujourd'hui et les prendre sérieusement. Parce qu'on est plus prêt à accepter aujourd'hui toutes les différentes crises auxquelles on fait face que la fin dans le système économique. Et ça, pour moi, c'est très, très triste à voir. Justement, tu parles d'éco-d'anxiété, et là-dessus, j'avais deux questions qui sont en rapport avec les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde maintenant est familier, parce que je pose à chaque fois la question à tous les personnes engagées que je reçois dans ce podcast, la notion de bulle de filtre et de chambre d'écho. Je voulais savoir déjà si toi, tu as parfois ressenti un effet de chambre d'écho où tu passes devant plein d'articles qui décrivent une certaine apocalypse. Est-ce que parfois, toi, tu t'es ressenti à une montée d'écho-d'anxiété, par exemple, où tu te dis, OK, là, c'est beaucoup trop, je vais devoir faire une pause, un break, je ne sais pas comment on peut dire ça, social pause, ou je ne sais pas comment on peut dire, désintoxication sociale, un truc comme ça. Est-ce que tu as déjà dû faire ça? Est-ce que tu as déjà ressenti ça? Ou ça veut dire tous les jours? Ouais, non. Clairement, juste le truc, c'est qu'il faut constamment être au courant des dernières nouvelles de tout. Je veux dire, si le dernier rapport du GIEC demain sort, il va falloir le lire. Et c'est pas quelque chose c'est pas le dernier livre agréable à voir. C'est pas Harry Potter, ouais. Voilà, c'est pas le dernier Harry Potter qui sort. Donc, tu sors de là, et évidemment, c'est déprimant. Enfin, c'est difficile à acquiescer, à accepter.
Et donc, il faut ce moment de se dire, OK, ben là, je le prends, je ressens ce que je ressens, peu importe les différentes informations qu'on a. Je pense que ce qui est important, c'est de ressentir. Pour la plupart, je pense qu'on devient complètement... on a l'impression de n'avoir aucun pouvoir, on se sent seul. C'est ce moment-là où tu étais vraiment un peu dans un gros down. Et ça, c'est normal de l'avoir. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'ils ne prennent pas la domination de notre action, de notre corps, entre guillemets, quoi. Je suis pas experte, mais pour moi, il faut en tout cas ressentir pour pas nier, mais trouver une balance pour pas non plus que ce ressenti devienne dominant et qu'on n'arrive plus à se relever le lendemain matin, quoi. Ça, ce serait vraiment une grosse... c'est pas une erreur parce que la personne ne peut pas contrôler, mais ce serait vraiment là la plus grande tristesse. Et donc accepter ce ressenti, c'est ce que j'essaie de faire quand je tombe sur les réseaux sociaux avec une vidéo qui nous dit voilà encore un projet là qui va détruire ça, un autre projet là qui va détruire ça et un autre projet là qui va détruire une autre forêt ou un autre espace. Ben c'est super déprimant, honnêtement. Parfois je m'endors le soir en regardant ces vidéos, je me dis putain c'est horrible. Je dors, je ressens ce que je ressens pour aussi créer ce moment de frustration profond qui va me permettre de comprendre pourquoi je fais ce que je fais. Donc le lendemain, je me réveille, je me dis ok, en fait ça m'énerve et je vais pas laisser ça passer, quoi. Il va falloir en faire quelque chose, il va falloir se lever, il va falloir, je sais pas, mais en tout cas je m'en fous, je vais m'organiser avec d'autres pour en faire quelque chose. Et donc c'est à ce moment-là que tu transformes ce moment très difficile la veille à quelque chose du lendemain. Je sais pas, tu contactes telle ou telle personne, tu dis ok, il va falloir absolument qu'on s'appelle aujourd'hui, on fait ça. Ou alors tu as vu qu'en fait il y avait déjà un groupe qui avait créé telle ou telle chose, tu les suis, tu rentres dedans. Et le fait de te rajouter dans une communauté qui est déjà active ou créer une communauté qui va s'activer face à ces différents projets que tu as vus ou différentes choses que tu ne veux pas accepter, ça va vraiment te permettre de faire face à cette éco-anxiété, de faire face à ce petit moment de down que tu as eu. Et ce moment de down, tu vas vraiment le transformer fondamentalement en une action profonde. Et parce que tu l'as ressenti, ça viendra de tes tripes et tu vas pas arrêter même quand tu es fatigué. Enfin, quand tu es fatigué, tu iras dormir et le lendemain, tu vas continuer. Et donc, pour moi, c'est vraiment important. J'insiste vraiment sur ce moment parce que tu l'as ressenti, tu vas pas lâcher. Et alors, c'est à ce moment-là que les gens vont te dire, mais comment tu fais tu dois être fatigué, comment tu fais pour jamais arrêter? Mais en fait, c'est parce que c'est pas possible d'arrêter une fois que tu as été conscientisé jusqu'au cœur et pas seulement dans la tête. Et justement, tu parles de communauté. Je pense que c'est hyper important de pouvoir s'entourer de personnes qui vont pouvoir te soutenir là-dedans. Et je me demande si parfois tu rencontres des personnes qui ne pensent pas du tout comme toi. Parfois, tu as un choc en te disant « Ah tiens, il y a des gens encore qui ne pensent pas comme moi. » Parce que je suppose que parfois, on est un peu dans un biais de confirmation avec des gens qui pensent comme soi. Est-ce que parfois, tu es confronté et comment tu ressens alors cette confrontation ? Je pense que déjà, je suis vraiment dans une bulle. Je ne sais pas si ces 3 dernières années, le monde a changé ou si c'est moi qui me suis rapprochée en fait de plus en plus de personnes qui étaient conscientisées, qui étaient déjà dans l'action ou qui étaient prêts à se mettre en action. Je pense que je préfère me dire qu'il y a des deux. C'est sûr que je me suis rapprochée de tous ces mouvements-là, que je me suis rapprochée de cette bulle-là et qu'aujourd'hui je suis vraiment dans cette bulle. Mais j'espère que cette bulle s'est agrandie ces dernières années. Mais quand tu sors de la bulle, ça fait... Ouais, tu peux te taper quelques claques, quoi. Mais en même temps, c'est essentiel. Je veux rester les pieds sur terre et me dire que, ben non, le monde n'est pas rose et que si tout le monde était conscient et tout le monde était activiste, ben le monde serait différent à l'extérieur. Donc, il y a énormément de choses encore à faire. Et je sais que je suis dans une bulle. Donc, moi, je veux essayer de sortir un maximum quand même de cette bulle pour me dire ok, c'est quoi les arguments qui sont mis, c'est quoi les réflexions, c'est quand même important de les écouter.
j'écoute pas les réflexions climato-sceptiques, mais j'écoute toutes les réflexions entre, parce qu'elles ont du sens, sûrement. Si les gens pensent ça, c'est qu'il y a un ressenti personnel, un vécu qui est derrière, donc il faut pas le nier non plus et l'imposer comme ça. Il faut absolument être à l'écoute aussi de ces personnes-là. Et c'est aussi pour qu'eux puissent être à l'écoute de ton message. Exactement. Je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir en tout cas une conversation. Pour certains, après une conversation, on réalise que c'est peine perdue, donc ça sert à rien de continuer. Mais pour d'autres, c'est génial et ça nous mène à des moments très très importants. Et puis parfois des re-questionnements sur la manière dont nous on fonctionne en tant que mouvement. Peut-être qu'on ne communique pas de la même manière, peut-être qu'en fait on oublie un aspect super important on ne peut pas faire un changement de société si on n'inclut pas telle ou telle chose, et puis c'est pour ça qu'on a rejeté toute une partie de la population. Donc c'est ça qui est vraiment, vraiment essentiel, c'est quand même aller à l'écoute, parce que ça tombe, on est en train de faire une demande qui manque... Et il manque une autre demande essentielle dans ces changements-là. Mais quand je fais face à des climato-sceptiques, peut-être qu'il y en a qui se demandent, mais ça existe encore aujourd'hui. J'ai eu malheureusement la preuve récemment dans un événement. Et là, c'est complexe, parce que ça te remet vraiment les pieds sur terre en mode merde, je sais pas quoi faire, quoi. Quelqu'un qui nous dit mais que ça a toujours été comme ça et qu'il faut surtout rien faire parce que le réchauffement climatique va se fixer lui-même et tout. Je sais honnêtement plus quoi dire, à part de me dire je vais pas créer une conversation, parce que pour moi c'est pas ici que je vais gagner quelque chose. On peut en parler si on est face à face, etc., mais je vais pas aller moi-même chercher la conversation avec des personnes qui veulent même pas se dire que le réchauffement climatique est un fait et est causé par l'homme. Du coup, là, à ce moment-là, j'arrête. C'est un peu faut voir comment en spectre, c'est l'autre bout. Ça sert à rien d'aller convaincre, ça sert à rien d'aller converser avec ces personnes au début. Il faut d'abord voir, faut d'abord agrandir la bulle, entre guillemets, avec des personnes qui seront prêts à écouter, que nous, on est prêts à écouter, et où la conversation peut réellement se faire. Mais il y a aussi de plus en plus de gens qui, je pense, en tout cas, qui sont prêts à écouter. C'est la preuve. Tu es quand même maintenant... tu as une certaine notoriété. Moi, j'ai pas envie de suivre ce titre qu'avait fait la RTBF, parce que je le trouve un peu péjoratif, où ils avaient mis la meuf du climat. J'avais trouvé ça particulier, mais passons au-delà de ça. Tu es maintenant devenu un modèle. Malgré toi, ou peut-être tu le voulais, il y a eu une certaine iconisation de Adélaïde Charlier. Je voulais savoir si tu l'avais ressenti et comment toi tu l'interprètes, ce sorte de modèle que tu es devenu. C'est super bizarre, parce que moi je m'attendais pas du tout à ça. Genre au tout début, donc j'avais parlé des grèves pour le climat, et j'ai rejoint ce groupe de jeunes qui organisait ces grèves. Du coup, j'ai aidé à organiser. On est parti à cette première grève, et là, ce groupe me dit en fait, t'es la seule francophone. Du coup, les médias, on va te les envoyer. J'étais en mode ok, je ne suis pas prête. Et du coup, j'ai préparé mes 2-3 notes et tout. Il fallait mettre un training express de 5 minutes. Express, vraiment. On m'avait dit ça la veille, et j'arrive à la marche. J'étais en mode ok, il va falloir que je réponde. Je n'ai jamais fait une seule interview de ma vie, et là j'enchaîne, quoi. J'ai mes 3 phrases, je les dis partout parce qu'il faut les dire, et il y a 35 000 personnes dans les rues, et il faut que quelqu'un passe le message, quoi. Et du coup, c'est ce que je fais. Et très très vite, le soir même de cette même action, la veille, j'avais préparé mes 3 phrases. Je suis sur le plateau d'RTL et je dois encore redire ces 3 phrases. Mais moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je tremble, je sais pas ce qui se passe. Et du coup, je redis ces 3 phrases et j'espère que ça passe. Et c'est super stressant. Je suis pas du tout une experte, et c'est le début pour moi. Bref, je me souviens avoir dit à mes potes le lendemain, c'était incroyable comme expérience et tout, et voilà, d'office dans 3 semaines c'est genre fini et tout, mais c'était vraiment cool d'avoir vécu ça. Et puis là, 3 ans et demi plus tard, avoir toujours cette responsabilité, en fait, et c'est devenu une responsabilité d'une je sais pas comment dire, d'une personnification dans Message, qui n'a jamais été le but, en fait, du mouvement, qui n'a jamais été le but même de moi-même ou d'autres. Ça n'a jamais été le but. Ça a été vraiment un jeu médiatique dans lequel on ne réalisait même pas qu'on était en train de faire ce qui se passait. Moi, je réalisais pas du tout que plus je répondais à des interviews,
plus j'allais devenir en fait un visage ou quelque chose ou quelqu'un que des personnes suivraient, etc. Et donc cette réalisation, elle est venue bien plus tard, je pense 1 an et demi plus tard. J'étais en mode ah ok, what? C'est arrivé, il y a eu un événement particulier pour que tu non, réalises je ça? sais pas, juste que je réalisais que même 1 an et demi après, je sais pas, peut-être que les médias m'appelaient pour savoir, écoute, du coup, il y aura bientôt une marche. Ah oui, ok, Et donc, ouais. en fait, il faut que... Enfin, quoi? Je dois, moi, répondre à ça. Et donc, c'est devenu, à ce moment-là, c'est pas devenu juste le fait qu'il fallait absolument partager le message constamment, c'est devenu une responsabilité. Il fallait constamment créer ces liens entre les médias et le mouvement. C'est encore le cas aujourd'hui. Et il faut constamment être au courant de la dernière chose. Il faut pouvoir offrir des réponses, etc. Alors, évidemment, je pourrais me dire, non, je le fais pas. C'est vrai. Mais en même temps, je me dis, il faut aujourd'hui utiliser cette opportunité, ce privilège, en fait, pour faire passer les messages les plus essentiels, les plus importants. Je sais très bien qu'il me manque encore énormément de facettes et qu'il me manque encore énormément de choses à apprendre pour faire passer vraiment les bons messages, probablement. Mais je veux continuer à apprendre et je veux m'assurer que ces messages continuent à passer un maximum. Du coup, c'est un peu ça, en tout cas, l'histoire de la réalisation ou de ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est devenu plutôt une responsabilité, quoi. C'est de me dire, C'est une responsabilité qui a un poids, une sorte de pression, ou bien c'est une responsabilité, je l'ai acceptée et tant mieux pour moi? Non, mais il y a un travail derrière. C'est une responsabilité qui, aujourd'hui, a quand même un gros poids, quoi. Il faut... en même temps, c'est une responsabilité qui me permet de passer un message, donc c'est génial, c'est une opportunité, un privilège, mais passer le message, ça veut dire bien connaître son message, ça veut dire être prêt à avoir de retours sur ce message. Pour la plupart du temps, c'est dans des débats où c'est pas nécessairement agréable de voir la personne en face de toi qui en fait déconstruit tout ce que tu es en train de dire, voire te critique. Et puis il faut accepter des critiques après. Je veux dire, je suis pas la seule en Belgique, il y a énormément d'autres jeunes qui vont sur des plateaux TV, qui font passer ce message, etc. Quand on parle ensemble, on réalise qu'en fait, parfois, on n'a plus le courage d'aller à la prochaine émission parce qu'en fait, on se fait critiquer tellement massivement que ça, c'est plus, on peut plus, notre corps et psychologiquement, on pourra pas accepter une autre vague de critiques, donc on doit refuser la prochaine interview ou c'est pas possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui se passe, mais non seulement pour moi, il y a vraiment d'autres jeunes en Belgique qui ont ce même problème et c'est super important à entendre parce que on est des jeunes qui qui avons accepté cette responsabilité, mais c'est pas notre boulot. On n'a jamais eu de cours médiatiques. On ne sait pas comment les médias fonctionnent. On a appris sur le terrain. Et du coup, c'est évidemment apprendre sur le terrain aussi à accepter toute cette vague de critiques et tout ça. Est-ce que, vu ton jeune âge, tu es une 2000, on peut le dire. C'est pas un secret. Et ce n'est pas une honte non plus, attention. Non, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Est-ce que, tu parlais de débat, est-ce que parfois on a voulu te remettre à ta place parce que tu es trop jeune, ou bien est-ce que ton âge est une arme? C'est quelque chose de naturel, vu qu'on est jeune, il faut faire attention au climat, c'est notre futur qui est en jeu, mais est-ce que ça peut être un avantage ou est-ce que ça a plutôt été un désavantage? Dans certains débats, on dit de toute façon, tu connais rien, il faut d'abord que tu apprennes la vie avant de pouvoir défendre quoi que ce soit. Premièrement, déjà, certains le voient comme une arme, mais pour moi, être jeune ou pas jeune, dans tous les cas, il faut s'engager pour le climat, ou pour une certaine lutte sociale ou environnementale. Donc, pour moi, ça, vraiment, la jeunesse n'a pas nécessairement plus de responsabilités que les moins jeunes. Bien sûr. Mais ils ont quand même la responsabilité de s'engager. Donc ça peut, mais néanmoins, à cause du narratif qui est partagé aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse a quand même un poids important et donc ça peut être vu comme une arme de se dire on va rajouter un jeune autour de la table, ça pourrait être pas mal quand même. Et du coup, c'est pour ça qu'on est invité. Donc pourquoi pas, tant que ça reste bienveillant, quoi. Et puis, oui, évidemment, dans les débats, j'ai constamment cette idée avant de monter, je sais pas, avant de faire un débat ou avant de venir rejoindre une conversation dans une conférence ou quoi, de me dire mais en fait je suis pas du tout légitime, genre qu'est-ce que je vais aller dire et je sais pas, genre pourquoi je suis là et donc j'ai quand même
j'ai mon cerveau qui me dit t'es pas légitime, t'as rien à dire, tu sais pas quoi dire, c'est tous des experts. J'avais pensé à la question du syndrome de l'imposteur, mais je m'étais dit, Adélaïde, non, elle l'a pas. Mais franchement, si, je le ressens, mais après, je me dis, j'ai été invitée, donc tant pis, j'y vais, et moi je dis ce que je dis, et si on voudra plus m'inviter, on voudra plus m'inviter, si on veut me réinviter, on me réinvite. Et du coup, c'est ce qui se passe. Mais il y a constamment, ça dépend évidemment du public et qui est autour de la table. Tu vois, si je suis avec 5 autres jeunes, je me sens trop bien et c'est trop chouette parce on va passer le même message et c'est vraiment cool parce que j'ai pas l'impression de devoir faire une fight de légitimité. Mais si tu me mets avec 4, je sais pas, personnes qui, quand on les introduit, ils ont un CV de 50 ans et que moi c'est salut, je suis étudiante. ben oui, à ce moment-là, j'ai l'impression que je dois un peu me battre pour ma légitimité sans nécessairement le faire, mais de dire ouais, je connais mes dossiers, attendez, genre je connais ces chiffres et je viens pas juste vous dire que c'est la merde, je viens vous dire que je connais le dossier et que vraiment tel ou tel endroit on doit faire ça et donc j'ai l'impression que je dois vraiment prouver entre guillemets que je connais mon truc, tu vois. Aux autres et à toi-même alors. Aux autres et à moi-même, ouais. Ah, c'est intéressant ça, ok. Et donc c'est à travers ce travail alors que tu arrives à légitimer, je crois que c'est ça qu'on dit. Légitimiser, moi j'ai envie de dire légitimer. On va dire, c'est à travers ton travail que tu rends une légitimité à ta présence sur une émission ou n'importe sur une présence médiatique, n'importe laquelle. Mais pour moi, je pourrais pas aller faire une rencontre, une interview ou quoi, sans préparer un minimum ou savoir concrètement quel message j'ai envie de passer, et surtout pas en débat sans avoir entre guillemets mes chiffres devant moi. Mais c'est important de noter que c'est très occidental de faire ça, de devoir constamment convaincre des gens avec des chiffres. Il faut des chiffres. Est-ce que les citoyens belges sont convaincus pour le climat ? 80% des Belges disent que c'est une urgence, mais 80% des Belges disent qu'on ne fait pas assez d'actions. Et puis après, il y a une autre étude qui a prouvé qu'une autre étude. Et donc, ça, c'est un débat très, très occidental. On verrait jamais ça... je sais pas, même aux États-Unis où c'est très théâtral et il y a pas tellement de chiffres que ça. Après, ça reste important évidemment de soutenir par quelque chose pour pas que ça soit juste un débat d'opinion et puis qu'au final c'est juste celui qui crie le plus fort qui gagne. Mais par exemple, j'ai l'impression que ça a beaucoup moins de poids si on vient juste dire en fait, je sais pas, on dit par exemple pour le Qatar qu'il y a eu 6500 morts. C'est devenu un chiffre comme ça, ouais, 6500, 6500. C'était personnalisé à fond. Mais en fait, imaginez 6500 personnes. Enfin, d'abord, imaginez une personne, l'histoire de la famille derrière, qui entend ça, qui n'a jamais eu de nouvelles, enfin bref, quand on personnalise le truc, ça devient beaucoup plus choquant. Et donc, c'est cette histoire aussi de dire, les chiffres, ils sont super importants, les faits sont importants, les rapports sont super importants. Mais si on veut toucher les gens, il va falloir aussi raconter des histoires parce que sinon, on va pas les toucher, quoi. Ça fait 50 ans que le rapport du GIEC, il est sur la table. 50 ans qu'on dit que c'est la merde. Et pourtant, on n'a pas vu une action fondamentale. On n'a pas vu tout le monde devenir en mode... se dire, OK, il va falloir qu'on change les trucs. Et pourtant, les chiffres sont là. Et pourtant, il y a certaines personnes qui sont déjà touchées. Et donc, il faut plutôt utiliser... utiliser, c'est horrible à dire. Il faut partager, en fait, une histoire, quoi. Parce que là, ça a été quand même très catastrophiste comme discours, en tout cas très alarmiste et très urgent. Mais je voulais amener un peu de positivité et savoir si c'était quoi la plus grande fierté depuis que tu t'es lancé dans le climat. Est-ce que tu avais une fierté par-dessus tout et que tu voulais partager ? Très bonne question. Mais j'ai pas c'est très difficile de pointer du doigt une seule fierté. C'est surtout pas une fierté individuelle. Moi, je suis vraiment super fière du mouvement des jeunes pour le climat, de Fridays for Future au niveau international, de Youth for Climate, mais surtout du fait qu'on est prêt à apprendre et qu'on doit continuer à apprendre. C'est-à-dire que je suis vraiment... je suis fière, mais notre travail est encore long à faire, qu'on commence à faire des liens et qu'on fait vraiment des liens entre toutes différentes crises et toutes différentes luttes dans la société. Et ça, je suis vraiment contente que le mouvement puisse accepter ça, accepter du coup des critiques qui sont constructives et puis ensuite de les transformer
Tu veux les- boire un peu de café? non, ça, de les transformer de manière dans nos actions, dans notre message, etc. Mais sinon, juste, je suis super fière de tout jeune ou non jeune qui est un jour sorti dans les rues, qui a un jour participé à un projet, a un jour participé à une campagne et qui s'est dit que ben ouais, je vais donner mon énergie dans ça parce que je sais que ça vaut la peine et je sais qu'on a besoin de plus de mains, donc je vais m'y mettre, quoi. Et j'espère qu'un maximum de personnes vont continuer à le faire. Moi, je suis trop fière en fait de tous les activistes qui m'entourent et c'est grâce à eux que moi, j'arrive à continuer. Et je sais que je pense qu'on s'auto-envoie de l'énergie comme ça et c'est fondamental. Et je suis tellement, tellement fière d'eux. Je leur dis probablement jamais, mais vraiment fière de tout ce qu'on arrive à réaliser et fière de réaliser que ça a commencé par un groupe, en tout cas en Belgique, ça a commencé par un groupe de jeunes anversois qui se sont dit on va faire un truc et qu'aujourd'hui ils ont levé des foules qui étaient probablement déjà conscients mais qui aujourd'hui se disent en fait j'ai le pouvoir d'agir, j'ai un pouvoir en tant que citoyen. Et ça c'est vraiment je pense une fierté de tous les citoyens qui se lèvent, c'est de se dire mais oui, si on se lève c'est parce qu'on a réalisé qu'on a un pouvoir et qu'on a décidé de le prendre. Et tout citoyen qui se lève et qui prend ce pouvoir en main, bah, je suis trop fière d'eux. Et alors, qu'est-ce que cet engagement t'a amené, toi, dans ta vie? Tout a changé. Il y a clairement eu une avant Adélaïde, une après Adélaïde. Là, C'est pas ton vrai nom, Adélaïde, c'est ça? Non, Tu c'est l'as- ça. tu l'as mis en- Et je l'ai mis vraiment en facette derrière. Je suis une autre personne. Non, mais vraiment, il y a eu un avant, un après. L'Adélaïde d'avant, elle était clairement pro-capitaliste. Elle avait trop envie de, je sais pas, travailler dans une grosse multinationale, de manger de la viande, des burgers. Et il y a eu un déclic énorme. Aujourd'hui, je déteste l'Adélaïde d'avant. C'est pas que je la déteste, mais j'ai plus du tout les mêmes rêves. Tout a changé. Donc, c'est-à-dire que mon objectif de vie a changé parce que ma demande d'objectif de société a changé. Juste du coup la manière dont je vis a complètement changé parce que c'est pas seulement qu'on porte un message et qu'on fait pression et qu'il faut organiser une manif à gauche à droite, c'est qu'il faut, enfin c'est pas qu'il faut, c'est que du coup on se change nous-mêmes, on n'a plus les mêmes envies, enfin mon meilleur kiff c'est pas de en été prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde sur une belle plage et passer une semaine là avec ma famille, c'est plus du tout un rêve. C'est plus du tout une envie qui me passe par là, ça me donne pas du tout envie. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Genre, mon plus gros kiff, ce serait de réaliser avec ma sœur un long voyage en train où on essaie de traverser la moitié du monde, quoi. Et donc, genre, je sais pas, ça a complètement changé. L'Adélaïde, elle a tout changé. Mais il faut aussi inclure que du coup, l'Adélaïde, elle arrive plus du tout à se projeter dans le futur. J'arrive plus à me dire qu'est-ce que je vais faire dans 1 ou 2 ans. Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? C'est impossible de répondre à cette question-là parce que j'arrive même pas à imaginer à quoi va ressembler les débats de nos sociétés dans 6 mois. Et donc, juste l'essentiel, c'est de me dire je dois juste être là, prête à donner mon énergie là où il sera nécessaire, au moment nécessaire et à la manière qui sera nécessaire à ce moment-là. Donc, je ne sais pas, dans 2 ans, si on sera en mode, on aura besoin de encore plus de désobéissance civile, ou si on aura besoin de moins, si on aura inventé des nouveaux moyens d'action, s'il y aura des postes essentiels qui sont nécessaires à prendre. Je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le futur, mais du coup, Adélaïde d'avant savait exactement ce qu'elle voulait faire. Aujourd'hui, elle ne sait pas du tout, mais elle sait que par contre, au jour le jour, avec un objectif qui est au final beaucoup plus long terme et beaucoup plus profond, elle est beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie. Adélaïde, merci beaucoup pour ta bienveillance, de m'avoir accueilli, pour ton hospitalité, pour m'avoir fait découvrir Jambes. J'ai découvert Jambes. Bienvenue à Jambes. Mais aussi ta résilience, je la trouve très inspirante. Je trouve que tu as réussi à démontrer que la jeunesse veut quelque chose et en même temps montrer qu'on a un mot à dire et qu'il est important de l'écouter. C'est un combat phénoménal avec des envies et une finalité qui est phénoménale, mais je pense qu'elle vaut la peine. Elle est importante, elle est nécessaire et tu la portes très très bien. Merci Donc beaucoup. félicitations pour tout ça. Merci. On finit toujours l'émission avec une recommandation. Ouh là là. Donc j'ai comme d'habitude
oublié de prévenir Aïe, aïe, aïe. l'invité qu'il y avait une recommandation à proposer. Mais je te laisse le mot de la fin. Alors, une recommandation, ça peut être une recommandation culturelle, mais tu peux recommander ce que tu veux. Si tu as envie de parler de l'ICOP, par exemple, parce pour finir, on en a pas parlé. C'est vrai. Fais-en ce que tu veux. Le micro est à toi. Et je te laisse le mot de la fin. Wow. Ok, en très rapide, il y a énormément de campagnes qui sont lancées par énormément de jeunes belges et français. Donc si vous écoutez ce podcast, je vous propose vraiment de nous suivre. C'est pas seulement sur les réseaux, c'est vraiment rejoignez-nous dans les groupes. On crée énormément de groupes Telegram, Signal, etc. Venez nous rejoindre, vous pouvez les trouver, tout ça dans nos liens sur nos réseaux sociaux. Mais c'est super fondamental parce que vous allez... Enfin, probablement que si vous êtes sur cette podcast, vous êtes déjà engagé, mais rejoignez-nous réellement dans ces différentes campagnes. Et aujourd'hui, la plus grande des campagnes qu'on est en train de l'idée, c'est contre le projet ICOP, qui est le plus grand oléoduc du monde de pétrole chauffé qui serait construit au Ouganda et en Tanzanie. C'est une campagne principalement menée par des activistes du Ouganda et de Tanzanie, mais par contre, c'est un projet mis en avant par Total Energy, qui est une compagnie française. Donc il me faut absolument que les Français, les Belges aussi, parce qu'ils sont très très présents ici, se mobilisent pour refuser ce projet et qui est du coup en poids non seulement au Ouganda et en Tanzanie, mais aussi ici en Belgique et en France. Il faut que notre poids soit encore plus important parce qu'évidemment la décision au final, elle se fait ici, mais l'impact se fait là-bas. Donc, c'est super, super essentiel de nous rejoindre dans différentes actions comme celle-là. Ça ne veut pas dire que vous devez rejoindre un mouvement, mais ça veut dire que vous pourrez rejoindre, encore une fois, quelque chose qui vous dépasse et qui vous sent... Enfin, franchement, moi, ce que j'aime à propos de cette campagne, c'est que j'ai l'impression de faire partie non seulement d'une communauté, mais que si un jour on y arrive, j'aurais juste donné, genre, entre guillemets, ma pierre à l'édifice, j'aurais donner un maximum de mon énergie et je pense que comme on l'a tous fait, on pourrait un jour y arriver. Et donc il faut absolument qu'on continue à le faire avec énormément d'autres campagnes. Recommandation du coup en très court, c'est soit rejoignez nous dans ces différentes campagnes, soit vraiment créer la vôtre. Genre, qu'est-ce qui vous dérange dans votre village, dans votre ville, dans votre région, en Belgique ou en France, au niveau européen? Qu'est-ce qui vous dérange? Mettez vos potes autour de la table, parlez-en et organisez cette campagne parce que je vous jure que vous avez plus de pouvoir que ce que vous le pensez. Merci Adélaïde. Vous pouvez retrouver le Bon Mode Café sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner. Allez dire à Adélaïde à quel point vous avez aimé l'interview et que vous allez suivre tous ces prochains meetings et que vous allez y participer. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Encore une fois, merci Adélaïde. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.